Donc, je me présente, Kazimatika étant mon nom de famille, je me prénomme Rudy. Je suis élu conseiller municipal dans une commune qui s'appelle Saint-Germain-les-Arpajons en Île-de-France. Et je suis à ce titre vice-président de deux associations d'élus, l'Association des élus de France et le collectif des élus binationaux français, au sein duquel j'ai la charge des relations avec les deux Congos, puisque je suis originaire du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, effectivement, j'y étais. Alors, donc moi, je vais d'abord effectivement partir sur mon expérience en tant qu'observateur. Je ne suis pas entrepreneur, mais j'ai cette fibre d'observateur en tant que effectivement congolais et en tant que élu. Et donc à ce titre, on a beaucoup parlé effectivement des PME en Afrique, puis en France, mais surtout en Afrique. Mais depuis tout à l'heure, je trouve qu'on a très peu parlé de l'environnement de ces PME. J'entends par là environnement économique, etc. Or, effectivement, il y a un des gros soucis effectivement, que l'on connaît en Afrique de façon générale et au Congo en particulier, c'est que nous avons en fait un secteur de l'informel qui est explosif, quoi, qui est vraiment énorme. J'ai les chiffres sous les yeux. En Afrique, on a 80% des entreprises qui sont dans le secteur informel. Et on sait que 60% des entreprises qui sont dans l'informel, enfin en tout cas elles contribuent à 60% du PIB, ce qui est énorme. Mais à contrario, malheureusement, elles accusent aussi d'un déficit de 3% sur l'imposition qu'il peut y avoir au travers des charges patronales, etc., etc. Et donc, au milieu de tout ça, comment entrevoir effectivement un développement donc, des États au travers de ce qu'apportent les PME, parce qu'on sait que c'est les PME qui dynamisent particulièrement l'économie d'un pays. Ce n'est pas forcément les grandes entreprises, parce qu'elles sont plutôt tournées vers l'exportation, alors que les PME font aussi vivre l'intérieur du pays. C'est donc comment dire, une situation assez compliquée et un manque à gagner énorme. Et donc, par rapport au Congo, récemment, donc, quand j'y étais, j'ai rencontré le directeur général des petites et moyennes entreprises, avec qui j'ai eu un échange très, très fructueux. Et on remarque en fait qu'au Congo, en 2016, le secteur informel a rapporté 3 000 milliards de francs CFA, ce qui revient à peu près 5 milliards, c'est ça, hein, 5 milliards d'euros à peu près. Donc, en fait, c'est un secteur qui est très riche, qui apporte énormément d'argent, mais en fait, il présente des avantages et des inconvénients. Des avantages, effectivement, c'est de dynamiser le pays. Notamment, d'autres avantages, c'est de proposer aussi une espèce de paix sociale, puisque du coup, ces personnes qui tiennent entre guillemets, le secteur informel, ce sont des familles, ce sont des mères de famille, souvent des mères de famille, des pères de famille qui ont besoin de cet argent pour envoyer leurs enfants à l'école, qui ont besoin de cet argent pour nourrir leur famille. Donc, il y a au-delà de tout ça, il y a la cellule familiale qui est confortée par le secteur de l'informel, alors même qu'il est aussi un désavantage pour le pays. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. À côté de ça, malheureusement, autour des inconvénients, le secteur de l'informel crée aussi quand même des difficultés parce que, comme je le disais tout à l'heure, près de 3% des taxations qui peuvent être supportées par les entreprises n'entrent pas dans les caisses de l'État. Donc, comment est-ce que les États font pour suivre l'évolution de leur dynamisme économique, notamment à l'endroit des PME? Comment est-ce qu'ils font pour pouvoir utiliser ces 3% malheureusement qui n'entrent pas dans leur caisse pour pouvoir réinjecter de l'argent dans l'investissement, etc. À côté de ça, ces entreprises qui sont dans l'informel sont aussi malheureusement menacées par le risque juridique, parce que dans la réalité, effectivement, elles sortent des sentiers battus, si je puis m'exprimer ainsi. Et à côté de ça aussi, lorsqu'elles elles veulent investir d'autant plus que, par exemple, elles veulent, je ne sais pas, faire grandir leur activité,
elles ne le peuvent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment structurées. La question managériale est un gros problème. Elles n'ont pas suffisamment d'argent parce que la balance budgétaire est mise à mal pour pouvoir prendre davantage d'employés. Et lorsqu'elles veulent se structurer, les banques ne leur font pas confiance parce que comment faire confiance à une entreprise qui ne tient pas de compte de comptabilité annuelle? Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc, d'un côté, structurellement, c'est assez salutaire pour la paix sociale dans les pays, d'autant plus qu'on parle de pays qui sont souvent déstabilisés d'un point de vue soit politique, militaire ou même d'un point de vue économique. Donc, ça apporte une paix sociale. Je pense que les politiques sont souvent contents de cela parce que du coup, ça permet d'apaiser plutôt certaines situations. Mais de l'autre côté, effectivement, on n'arrive pas à tabler sur cette économie pour pouvoir essayer de la réformer, entre guillemets. Et donc, ça pose un gros problème avec aussi une démographie galopante. On sait qu'en 2050, horizon 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde, devant l'Asie, quand même l'Asie qui ont des élèves, de très bons élèves avec la Chine et l'Inde. Donc, imaginez en 2050 ce qui risque de se passer, parce qu'on aura aussi une jeunesse qui sera la plus nombreuse au monde. D'ailleurs, c'est déjà à peu près le cas. Donc, ça veut dire que on a déjà 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, mais qui ne trouvent pas de travail, parce qu'il y a une différence entre entrer sur le marché du travail et trouver du travail. Donc, ils ne trouvent pas de travail. Donc, si déjà le secteur informel est capable de nourrir le pays et donc effectivement ses familles, mais qu'à côté de ça, on n'est pas en capacité de pouvoir suivre cette évolution et donc il y a une déperdition de l'imposition avec une démographie galopante qui arrive assez vite, on risque en fait d'avoir des problèmes structurels qui risquent d'exploser en Afrique. Et vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que ce n'est pas à prendre à la légère. Effectivement, tout à l'heure, Gérardine disait que l'Afrique, terre d'opportunités, etc. Ok, d'accord. Terre d'opportunités, c'est bien de le dire comme ça. Mais d'un autre côté, on est, nous, en Europe, concernés par l'espace Schengen. Bon, là, c'est ma fibre politique qui reprend un petit peu le dessus. Et on a déjà du mal, en fait, à essayer de contenir l'immigration et la migration, etc. Mais si, effectivement, cette jeunesse, en 2050, arrive sur le marché du travail, qu'elle ne travaille pas, et que le secteur de l'informel est même explosif parce qu'il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde, donc du coup, ça peut faire encore retomber cette économie, où est-ce qu'ils vont aller chercher leur Eldorado? Encore en Europe. Donc moi, je pense que vraiment, il faut non plus aider l'Afrique à pouvoir se structurer à coup d'aide. Ça me rappelle la COP 21, où à l'époque, François Hollande avait débloqué, je crois, 3 milliards d'euros pour l'Afrique. On ne sait pas si cet argent est vraiment mis à contribution pour pouvoir aider au développement, et notamment que sur la question de l'environnement, il y a aussi des gros problèmes. Lorsque vous regardez des régions comme l'Est du Congo, où effectivement, à la vue du monde entier, vous avez des enfants qui se retrouvent dans des mines à aller chercher du coltan sans pour autant que ça n'émeuve que peu de personnes. Et là, je tire mon chapeau au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, si je ne m'abuse, qui a attiré l'attention du monde sur ces questions. Ça pose aussi des gros problèmes environnementaux. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle de ce que l'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, la colonisation verte. Vous voyez, c'est-à-dire en fait le principe par lequel des entreprises arrivent en Afrique et elles pensent pouvoir en fait, avec certaines prétentions malheureusement, apprendre en fait aux Africains comment tenir en fait leur environnement, les garder dans le giron du développement durable. Alors que c'est vrai que traditionnellement en Afrique, on a déjà en fait cette culture de l'environnement, mais en même temps avec ces collusions économiques avec la mondialisation, on a des populations qui veulent absolument s'en sortir dans la vie et qui font fi effectivement des conditions de développement économique au regard de l'environnement. Donc l'Afrique, si vous voulez, c'est ce qui nous reste de plus sain, entre guillemets, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan de la nature. Et on risque en fait, avec une forme de démoralisation, malheureusement que la mondialisation n'est pas suffisamment convoquée sur le banc de cette morale dont on aura besoin, on risque en fait de tuer en fait ce qui nous reste en fait même d'humanité, parce que l'Afrique, c'est finalement une grande parcelle d'humanité. Elle nous résonne sur ce qu'est le monde. On dit que la vie est arrivée en Afrique. Elle nous résonne sur encore
des bastions, on va dire, de structuration de sociétés qui ne sont pas battus en brèche par l'économie mondiale et qui, en fait, des fois, nous amène aussi à nous remettre en question sur ce que peut être la cellule familiale, l'éducation des enfants, le respect des anciens, le respect des aînés, etc. Donc, franchement, j'attire votre attention là-dessus et tout est lié, tout est interconnecté. Il y a pas que la question des PME, mais cette question des PME est à mettre effectivement en lien avec le reste et il faut davantage aider l'Afrique, notamment en aidant les chefs d'État africains à avoir un regard beaucoup plus visionnaire sur ce qu'ils peuvent apporter pour l'Afrique. Oui. Un témoignage incisif, j'ai envie de dire. Effectivement, il ne faut pas qu'on soit hypocrite sur la question de la corruption. J'enlève le masque parce que j'ai l'impression que ça étouffe ma voix. Parce que déjà, il y a une expression qui lui est consacrée, ce sont les frais commerciaux additionnels. C'est ça, hein? C'est une expression qui n'a pas été consacrée par les Africains, en l'occurrence. Je crois que c'est une expression qui court depuis les années 70, sortie par des études d'économistes. Et dans d'autres termes, on appelle ça aussi des pots de vin, des bakshish, etc. Encore une fois, ce ne sont pas des expressions, enfin voilà, il n'y a pas, la langue, ce n'est pas du Wolof ou du Lingala ou quoi. Donc voilà, donc je ne suis pas en train de dire que du coup la corruption est exportée de l'Europe vers l'Afrique, mais je suis en train de dire en fait que c'est le monde des affaires et dans le monde des affaires, souvent il y a des personnes qui veulent user de moyens malheureusement assez détournés pour pouvoir s'ouvrir des chances, etc. Maintenant, structurellement, il y a des raisons qui font qu'en Afrique, effectivement, la corruption soit aussi développée. Mais en même temps, il y a deux types de corruption. Il y a des corruptions, effectivement, dont on n'en voit ni la provenance, ni la destination. Et ça existe partout, en France aussi. Il y a des affaires qui sortent parfois, même auprès d'élus locaux, où la corruption fait rage. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Mais il y a aussi une corruption, effectivement, qui est plus liée à la structuration des économies africaines, qui sont tout simplement de la subsistance. De la subsistance, comme disait mon voisin à ma droite, d'Africains et d'Africaines qui, par ces moyens, espèrent aussi arrondir les fins de mois. Mais effectivement, ça pose aussi un problème sur le développement économique, effectivement, puisque c'est de l'argent qui passe à côté des caisses de l'État, malheureusement. Par exemple, au Soudan, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, 90% de sociétés qui déclarent pouvoir obtenir des permis de construire en moins de 2 semaines au lieu de 250 jours officiels. Donc, ça donne en fait une idée, malheureusement, encore une fois, d'un manque à gagner, mais d'un manque à gagner pour un État, mais même pour des États. Et donc, effectivement, je pense que la solution vient aussi de la manière dont les États peuvent mettre en place des solutions pour le développement économique du pays, de façon à ce que ce développement économique créant de la croissance augmente aussi le pouvoir d'achat d'Africains et d'Africaines, entre guillemets, de base, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui ne se sentira pas obligé de profiter de sa position pour pouvoir obtenir 1 ou 2 billets de plus. Vous voyez ? Donc, tout ça est quand même entre les mains des États et je pense qu'ils ont conscience de ce problème et que des actions sont mises en place pour pouvoir le faire. Une des actions concrètes qui pourrait être faite, notamment, ce serait de valoriser les entreprises qui mettent en place des démarches vertueuses, notamment pour lutter contre la corruption ou même enrayer des dynamiques de corruption en leur propre sein, en leur donnant des subventions, en leur donnant du budget pour de la recherche, ou je sais pas, diminuer la taxation fiscale de ces entreprises. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour pouvoir enrayer la dynamique de la corruption.